Et donc, l'objectif, là, c'est vraiment de parler un peu plus de vos présentations, de certains éléments que vous aimeriez approfondir. Et je pense que ma première question pour vous, et elle va être très simple, elle va être vraiment dans le sujet, mais c'est la viabilité du modèle. Vous en avez parlé tous d'une manière ou d'une autre différente, des différents modèles de revenus, modèles d'affaires qu'on peut avoir autour. Il y a toujours quand même une crainte derrière ces modèles-là, comme vous l'expliquez, qui est, je ne contrôle pas nécessairement tout ce que j'ai et je donne mon produit ou ma création à d'autres personnes. Comment est-ce que c'est viable et comment est-ce que finalement je fais de l'argent? Donc, j'aimerais revenir un peu là-dessus, si vous pensez un peu plus élaborer pour revenir sur ce point qui est finalement essentiel. Oui. Bon, je peux commencer. Oui, Vas-y, Jérémy, ouais. Il y a c'est différentes gentil. approches, hein, puis je terminais un peu avec ça, de dire que ça dépend de votre entreprise, votre industrie. Mais par exemple, l'exemple des Creative Commons est très, très intéressant. Il y en a dans une multitude de domaines, surtout création de contenu, création même artistique. Il peut y avoir aussi, ça peut être perçu aussi comme un co-investissement. Donc, on sait que la Silicon Valley, les géants du web, là, c'est vraiment les fondations, c'est à la base de leur modèle d'affaires. Ils utilisent abondamment des licences ouvertes pour permettre la collaboration. Et puis, donc, il y a vraiment plein de façons de faire. OK. François? Ouais. Moi, je dirais du côté, le fait parfois de donner rapporte plus que, par exemple, de s'installer sur une plateforme, on pense à YouTube ou Spotify, où ce que, disons, un artiste musical va faire très peu de revenus en étant présent sur Spotify, là. On entend souvent parler qu'il faut faire des millions d'écoutes pour avoir quelques dollars, là. Donc, il existe une société, une plateforme qui s'appelle Tribe of Noise. Tribe of Noise, les artistes qui sont sur cette plateforme-là diffusent leur musique avec une licence Creative Commons et peuvent être rémunérés de façon, si on veut, volontaire. Donc, les gens peuvent faire des dons. Et les artistes sur cette plateforme-là font plus d'argent que ce qu'ils font avec Spotify, même en étant sur les deux. Donc, ça, c'est un exemple de juste... les gens sont prêts à payer, les gens sont prêts à te remercier et à récompenser pour le contenu qu'ils consomment quand tu leur en donnes l'occasion et quand tu le demandes. Ça, c'est important de demander, regardez ce que je fais, ça coûte de l'argent, il faut que je vive, acheter mes produits dérivés ou faites des dons. Puis, j'ai Tribe of Noise, puis j'ajouterai une artiste, là, Amanda Palmer, qui est une musicienne qui, elle, aussi partage tout son contenu sur Creative Commons. Et elle, son modèle d'affaires, c'est vraiment juste de passer le chapeau au début de ses spectacles. OK. Et elle vit Ça très marche. bien de ça. OK. Fait que ce que tu nous dis, François, effectivement, c'est qu'il y a quand même une mentalité, il y a quand même, on va dire, un changement de paradigme dans lequel les gens, en fait, participent justement à ces modèles parce qu'ils y croient aussi. Exactement. Puis, je pense qu'on tombe aussi tout dans la mécanique maintenant du marketing, où on fait un marketing de contenu. On donne tellement que quand arrive le moment où on vend un produit, les gens sont prêts à acheter. Ouais. Parce que, le formateur ou le musicien ou l'artiste m'a tellement donné que je suis prêt à investir pour le remercier. Puis acheter quelque chose d'unique, acheter une œuvre que je veux avoir juste à moi. Si on veut d'avoir l'original à quelque part. Ça, c'est une façon de voir. Puis, il y a le modèle du Arduino aussi, où ben honnêtement, vous n'avez pas une machine pour fabriquer des semi-conducteurs chez vous. Fait que les gens qui peuvent profiter du plan qui est en Creative Commons, ben, c'est des manufacturiers. Ce qui fait que les gens vont soit acheter le produit Arduino avec la licence, il y a un trademark, là, Arduino, ou vont acheter une copie. Puis je peux montrer un exemple. Moi, j'en ai un ici. Là. Ça, c'est SaintSmart. C'est une copie de Arduino. Là, mais ça a été possible parce que les plans sont disponibles sur le web en Creative Commons. Donc, ils ont le droit de le faire, mais ils n'ont juste pas le droit de reprendre la marque Arduino parce qu'elle est protégée par un trademark, qui est un outil
aussi où est-ce qu'on peut valoriser notre marque. On peut, ouais. On peut voir aussi à certains moments là, un déplacement vers du service plutôt que de vendre les données. Là. Et puis aussi, je parlais un peu de recyclage de données. Donc, il y a des données qui, par exemple, les données de différents ministères là, vont pas être valorisées à 100%. Là. Donc, la mise en commun de différentes sources de données peut créer des opportunités. Et on voit même apparaître, là, notamment à Montréal, là, des portails de mise à disponibilité des données générées par les entreprises. Pour qui, eux, vont faire des produits. Donc, les entreprises se disent de toute façon, moi, j'aurais rien fait avec ça, j'ai pas le temps, ou seules ces données-là ne vont pas être utiles, mais combinées à d'autres, on voit émerger de la valeur que tout le monde peut prendre puis utiliser. Super. On va parler, on a pas mal de questions qui rentrent, fait qu'on va essayer aussi d'y toucher. On va parler notamment, une des questions on va réussir à aborder, qui est, puis je pense que François, tu parlais un peu justement d'acheter des produits uniques, et donc effectivement, à l'heure où en ce moment tout le monde parle de NFT, puis c'est un peu partout, est-ce que justement, comment est-ce qu'on peut comparer les NFT au Creative Commons, puis est-ce que la blockchain est compatible avec justement ces licences-là? Puis on en avait parlé la dernière fois, donc c'est pour répondre aussi à la question, une des questions qui nous sont posées. Je peux me lancer. Vas-y, François. La blockchain, c'est une structure pour contenir de l'information. Donc, ce qui est important avec la Creative Commons, c'est qu'on n'a pas enlevé le droit d'auteur, sauf dans le cas du domaine public. Dans le cas du domaine public, la blockchain n'aurait plus d'intérêt. Mais moi, comme créateur, je suis déjà le détenteur de mon copyright, ce qui fait que peux être intéressé à enregistrer mes œuvres sur la blockchain pour dire, OK, ben, c'est moi le créateur original. Et toutes les autres créations peuvent être liées à mon œuvre originale. Fait que c'est une façon, si on veut, de retracer le parcours d'une œuvre à travers ses transformations. D'après moi, la blockchain pourrait être utile pour ça, de vraiment rétribuer le créateur original. Et si, par exemple, quelqu'un achète une œuvre collective qui a été conçue à partir de plusieurs autres œuvres Creative Commons et veut payer pour, ben, la blockchain pourrait être utile pour aller financer ou aller payer tous les créateurs qui ont mené à la création de cette œuvre-là collective. Donc ça pourrait être une façon très intéressante d'utiliser le blockchain. Ouais. Mais le point de vue de l'unicité de l'œuvre, ben, dans le monde du Creative Commons, ça s'applique moins parce que l'œuvre en soi, à la base, peut être copiée. C'est le droit qui est présent dans toutes les licences. Oui, c'est ça. Le NFT, en quelque sorte, c'est un peu une signature électronique. Là. C'est une cryptographie là, qui vient apporter un saut, mais la valeur légale de ça, on peut la rajouter par-dessus. Là. Ça ressemble beaucoup ça peut ressembler, par exemple, à des contrats intelligents. On pourrait mettre des contrats intelligents sur des œuvres avec leur valeur. Donc, il y a déjà des portails pour ça qui sont en développement. Là. Et puis, entre autres, je ne me rappelle pas du nom. En tout cas, c'est développé par Luc Véronneau à Montréal. Là. Donc, un ensemble de moyens pour que des données qui sont offertes à une collectivité puissent être transigées, mais en maintenant leurs conditions d'utilisation. Puis ça peut même aussi être aussi pour transiger des données qui sont sensibles, etc. Là. Donc, c'est pas tout à fait la NFT, mais c'est le même principe. Là. Donc, c'est une signature cryptographique qui vient renforcer les aspects légaux qui sont contenus dans les licences qui peuvent être des Creative Commons. OK. Donc là, finalement, ce qu'on dit, c'est que la blockchain est compatible. Ça peut aider justement au niveau des Creative Commons, donc comme expliquait François. Mais par contre, ce qu'on entend, c'est qu'au niveau des NFT, on est quand même dans un principe un peu différent, même si derrière, toute la patente légale pourrait être, elle, on va dire, rattachée au Creative Commons. Donc, mais on est effectivement dans deux mondes où, là, on est dans la spéculation, dans l'unicité d'une œuvre. L'autre, on est vraiment dans le partage de l'œuvre. Donc, on comprend bien ces éléments. Alors, je vais passer à travers certaines questions parce qu'on en a pas mal. Donc, je vais essayer de donner une chance aux gens de pouvoir répondre. Alors, on a une question qui, justement, demande juste quelle est la différence entre une publication en Creative Commons
et une, on va dire, plus classique si les références sont identifiées dans les deux cas. Donc, c'est un peu plus une question technique, on va Je dire. peux y aller. C'est assez simple. C'est que dans le deuxième cas, tu as fait quelque chose qui n'est pas légal, même si tu as cité ta source. OK. Tu as le droit de citer une œuvre avec ce qui s'appelle l'usage, j'ai pas le mot en français, le fair use. Donc, Raisonnable. usage raisonnable dans une portion d'une œuvre petite, dans un contexte éducatif, par exemple. Mais dès que tu copie-colles une photo qui a un copyright d'un site web pour la mettre sur ton site web à toi, ben, tu as enfreint ce copyright-là, même si tu as cité ta source. Donc, le Creative Commons fait en sorte que ta manipulation est légale et c'est ce qui, entre autres, la rend intéressante pour une entreprise. Pour un particulier, les grandes entreprises n'iront pas poursuivre un particulier parce qu'il a utilisé une de leurs œuvres sans permission. Donc, c'est toléré, puis c'est un peu la pratique courante sur les réseaux sociaux. Mais si une entreprise reprend l'œuvre d'une autre entreprise pour faire sa publicité, les poursuites vont arriver assez rapidement. OK. Donc, pour la personne qui nous a posé la question, si tu faisais ça, c'était illégal. Donc, juste petite remarque. Pour plaisanter, justement, il y a une autre question qui nous demande c'est quoi la valeur juridique finalement des Creative Commons. Puis je pense, François, tu es en train de répondre à ça, mais on comprend que ça a quand même une valeur assez on va dire, assez solide d'un point de vue juridique. Ouais. Ben, ça a été créé, je n'ai pas parlé de la création de Creative Commons, mais ça vient de Lawrence Lessig, qui est un professeur de droit à Harvard, qui est une sommité en droit d'auteur et en propriété intellectuelle, et qui a d'ailleurs été candidat aux primaires pour le Parti démocrate, donc pour être président des États-Unis. Donc, c'est quelqu'un de très, très respecté aux États-Unis qui a écrit des contrats. Donc, c'est un contrat qu'on ajoute à notre œuvre et qui a une valeur légale dans la plupart des pays du monde où le concept de droit d'auteur est reconnu. Donc, il y a des pays dans le monde que le droit d'auteur n'est pas un concept reconnu. Par exemple, la Russie. Donc, en Russie, ça ne serait pas vraiment applicable le Creative Commons. Mais dès que l'œuvre est. Ça s'applique où ce que l'œuvre est consommée aussi, c'est important. C'est pas juste où ce que l'œuvre est produite. Je comprends. François, plutôt Jérémy, tu voulais ajouter quelque chose? Sur cet aspect-là, non, c'est très bien expliqué par François. Là. Moi, j'ai. Super. Effectivement, comme dit François, les Creative Commons, on voit justement sur le site, le site, ça fait plus de 20 ans en fait concrètement que ça existe, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, pour les gens qui se posent un peu les questions par rapport effectivement à quel point est-ce que ça a une valeur juridique, puis à quel point est-ce que c'est une valeur sûre, ben oui, c'est là depuis un très très bon moment. Ben, si je peux rajouter quelque chose, c'est-à-dire que ça se base quand même sur un droit qui était déjà existant. Là. Moi, je ne suis pas spécialiste en droit, là, mais c'était tous des principes. Les gens voulaient partager, voulaient conserver. Là. Ben, ça vient standardiser puis beaucoup simplifier pour les utilisateurs. Donc, c'est plus facile de reconnaître ce qu'on peut faire avec une œuvre. Là, il y a quelques cas. Et puis, c'est aussi plus facile de donner de manière claire et précise là, les droits qu'on veut sur une œuvre. Là. Super. Ben, Jérémy, justement, on va continuer avec toi. Une question pour toi, parce que tu parlais justement d'utiliser les Creative Commons comme, on va dire, accélérateur de la transformation numérique. On a une question d'audience qui nous demande quels seraient les freins finalement, en fait, les véritables freins que les entreprises pourraient faire ou se confronter pour adopter justement les Creative Commons. Je pense qu'au Québec, dans la plupart des entreprises, le frein qu'on voit, c'est la méconnaissance. Donc, c'est intéressant qu'on vienne en parler là, parce que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas ce que c'est, ne sauraient pas identifier dans leur entreprise les possibilités. Donc, méconnaissance, peur aussi. Là, je pense que tu avais mentionné tout à l'heure, là, on associe souvent ça là, à du partage, au fait qu'on se départit d'une ressource qui nous est propre, avec laquelle on pourrait faire de l'argent. Mais si c'est pas le cas, si on peut faire de l'argent, là, on la garde, puis peut-être on en profite, on la valorise. Mais si c'est pas le cas, tout ce qu'il y a dans votre entreprise pourrait peut-être faire l'objet d'une émission en Creative Commons. Donc, vraiment une méconnaissance, effectivement.
de ces objets, alors que quand Il y on a voit que il y a Wikipédia est un ouais. Creative Commons, c'est Ouais. effectivement Ben, il y comme a peut-être aussi là, comme frein un peu le temps, puis l'effort, parce qu'on va vouloir produire quand même quelque chose de qualité. Si on le met dans le public, on va vouloir Mhm. le gérer, donc ça peut rajouter une couche de travail, mais ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à développer au sein de l'entreprise, là. Donc, une culture de la qualité, une culture du travail bien fait, puis des processus fiables. Donc, ça peut être un inconvénient, c'est perçu comme un inconvénient, mais ça peut être un avantage aussi à terme, là, si on ose se lancer. Mhm. Super, merci, merci à vous de parler justement de cet aspect-là, de ces freins, effectivement, la méconnaissance. Puis on espère que cette émission aide un peu plus à démystifier les Creative Commons. On va essayer de faire ça le plus qu'on peut justement dans les minutes qui nous restent. Et on va continuer avec quelques questions. Et là, on va aller un peu plus, on va basculer du côté artiste. On a quelques questions là-dessus. Donc, Jérémy, François, je vous laisse voir qui veut répondre en premier. Il y a une question d'abord qui est pour François. Fait qu'on va commencer par François qui demande est-ce que tu penses qu'il y a là une différence entre des artistes moins connus et des artistes plus connus? En fait, en gros, la question, c'est est-ce que ce type de modèle, finalement, est-ce qu'ils sont moins rentables pour des artistes qui sont très connus? La personne dit qu'elle a l'impression que les gens qui vont donner parce qu'ils pensent se faire une différence pour cet artiste sont moins connus. Euh, oui, c'est sûr que on n'est pas dans le secteur où ce qu'un artiste va céder ses droits à une compagnie de gestion ou à une maison de disques, par exemple. Mhm. Donc, les modèles traditionnels, c'est sûr qu'eux, ils ont leur façon de faire, puis c'est un modèle axé sur le volume. Ouais. Donc, les grands artistes, quand on achète leur album, vont peut-être faire $1 par disque, alors que si on achète, par exemple, un album sur Tribe of Noise ou sur Bandcamp aussi, j'ai pas mentionné, où il y a des contenus mix, il n'y a pas juste du Creative Commons, mais il y en a à travers. Mhm. Les gens vont payer pareil, puis ben, l'artiste va souvent avoir, disons, un album à $10 pour de la musique. L'artiste va avoir $8 sur 10, alors que si tu l'achètes en magasin chez Renaud-Bré ou Archambault, il va peut-être finir par avoir 50 cents ou 75 cents. Donc, Mhm. euh, c'est une question de volume, puis c'est une question aussi de préférence de l'artiste. Est-ce qu'il veut faire une carrière axée sur le volume, la musique populaire, ou c'est une carrière axée sur la création? Donc, Mhm. je pense que c'est un choix vraiment. C'est nous qui choisissons la licence comme créateur. Ouais. Puis justement, il y a une question une follow-up question là-dessus qui est, je pense, intéressante. Je dis, mais qu'est-ce qu'on doit penser d'un artiste justement qui fait de l'argent grâce au Creative Commons? Ben, Est-ce que c'est vous bien? voulez Est-ce dire que qu'ils prennent des œuvres, qu'ils les mixent? Ben, c'est une pratique là, en art. Moi, je ne suis pas dans le domaine, là, mais qui me semble Mhm. assez commune, assez répandue. On s'inspire les uns les autres. Il y a même des spécialités, là, des DJ qui vont remixer des œuvres. Il y a des collages dans le domaine visuel aussi, graphique, là, donc c'est pas du tout nouveau, là. Mhm. Est-ce que ça touche un peu à l'originalité des œuvres ou pour vous, comment vous le voyez? Tu sais, dans les licences, il y a sur les 6 licences, il y en a 3 que c'est que tu ne veux pas que ton œuvre soit utilisée pour un usage commercial par ceux qui vont la réutiliser. Mhm. Donc, tu peux le spécifier, c'est un choix que tu fais. C'est vraiment inclus dans le modèle. Euh, et par contre, comme quand tu partages partage à l'identique, ben là, c'est que tu acceptes de dire, OK, tant que tu poursuis le Creative Commons, Mhm. ben, tu peux l'utiliser dans tes œuvres, mais tu n'as pas le droit de la rendre non commerciale. Parce que si moi, je l'autorise commerciale, OK. lui qui la réutilise doit poursuivre. Donc, les droits ne se retirent pas. OK. Euh, les permissions que moi À j'ai mon données à mes utilisateurs ou à mes consommateurs, quelqu'un qui réutilise mes œuvres ne peut pas retirer les permissions que moi j'ai données. Il Mhm. peut en donner de plus.
OK. Pas d'en Intéressant. Ouais, retirer. c'est ça. À moins de la Creative Commons, à moins que ce soit la C0 dans le domaine public, puis à moins qu'on soit dans un pays où il y a le concept de domaine public, ben, ça reste une licence. Donc, même si on permet l'usage, ben, on a quand même les droits ultimement, puis on peut changer la licence, là. Mhm. Ouais, c'est ça. On peut, nous, comme créateurs, si on crée une nouvelle version de notre œuvre, la publier sur une licence différente. Et on peut aussi libérer une œuvre si on est encore détenteur des droits d'auteur, ce qui est un problème souvent dans le monde de l'édition, c'est que tu vas céder ton droit d'auteur à ton éditeur. Là, tu perds le contrôle de ton œuvre. Mhm. Le Creative Commons peut être une façon de faire un compromis où ce que tu gardes le contrôle sur ton droit d'auteur ou tu mets des dates. Il y a la maison au Québec, Éco-Société, qui, je crois maintenant, permet cette pratique-là de libérer une œuvre après un certain nombre d'années. Donc, OK. c'est écrit dans l'encart du livre là, que l'œuvre est sous copyright, puis elle tombe Creative Commons à partir de telle date. Mhm. Donc, c'est des C'est modèles d'affaires intéressant. aussi qui peuvent exister parce qu'un livre, en tout, va avoir une durée de vie peut-être de 2 ans. Là. Un livre, c'est vendu beaucoup pendant 2 ans, puis après ça, s'il n'est pas devenu un genre de best-seller, il va être pilonné. Les copies existantes vont être détruites. Puis s'il est devenu un best-seller, ben là, il va devenir, si on veut, dans les rayons traditionnels de la librairie, il ne sera plus fronté. Là. Fait que, à OK. ce moment-là, il va avoir un volume beaucoup plus bas. Puis le publier en Creative Commons peut être une façon d'inciter les gens à le consommer. Puis à se dire, ah, ben j'aimerais ça avoir la copie physique, puis aller la chercher pareil après. Mhm. C'est très intéressant, effectivement. Les modèles sont différents. Puis peut-être qu'on va revenir un peu aux bases, parce que je pense qu'effectivement, on a parlé un peu des usages, des modèles d'affaires derrière, mais peut-être est-ce qu'on peut parler un peu rapidement parce que là, vous avez parlé, il y a plusieurs types de licences, effectivement, sous les Creative Commons, mais peut-être une question vraiment de base, mais qu'est-ce qui rentre, au fait, dans on va dire, le realm, le scope, si je me permets l'anglicisme, des Creative Commons? Qu'est-ce qui peut être un Creative Commons? Euh, comme j'avais mentionné un petit peu dans mes slides, puis Jérémy, je sais que tu vas compléter après, peut-être avec l'aspect plus données ou produits d'entreprise. Donc, toutes les œuvres couvertes par le droit d'auteur au Canada, donc les œuvres littéraires, Mhm. le théâtre là, ou l'acté, puis là-dedans, on inclut vidéo aussi, là, maintenant. La loi du droit d'auteur est très, très vieille, là, donc c'était les œuvres littéraires, le théâtre, la musique et Mhm. les œuvres artistiques. Donc, on est là-dedans. Et OK. selon l'interprétation canadienne du droit d'auteur, le code source des logiciels est une œuvre littéraire au Canada. OK. Donc, c'est une particularité qu'on a au Canada. C'est pas vrai partout ailleurs. Mhm. Mais au Canada, le code source des logiciels est une œuvre littéraire. Mhm. Jérémy, j'imagine que c'est là où tu as peut-être des choses à dire parce qu'effectivement, dans la définition, on va dire, plus standard des Creative Commons, ce qui est plutôt technologique n'est pas nécessairement dans les Creative Commons. Et donc, est-ce Ouais, que tu ouais, peux en ouais. parler un peu plus? Ben, en fait, moi, je suis pas spécialiste là, du droit d'auteur, là, pas du tout. Là, donc, c'est seulement là, les observations que j'ai faites. Là, mais en fait, dans le domaine du logiciel, il y a beaucoup d'autres licences, là, donc, et qui ont certaines caractéristiques là, qui sont propres au logiciel. Là. Et puis, c'est encore maintenant, aujourd'hui, en évolution constante. Donc, c'est peu utilisé, mais je pense pas que ça soit incompatible avec du code source. Là. Mhm. Parce que justement, c'est considéré comme une œuvre littéraire. Le code, on le voit aussi dans les données. Donc, les jeux de Ouais. données sur Données Québec sont émises à moins d'avis contraires en Creative Commons. Quelle version, là, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui. Euh, et puis, mais vraiment, la force, la production des Creative Commons, c'est dans la production de contenu. Là. Mhm. Ça peut être des plans, comme l'exemple de François, le Arduino, mais ça peut être de la musique, ça peut être de la composition. La question qu'il faudrait se demander, moi, je pense, puis je n'ai pas la réponse, là, mais c'est qu'est-ce qui ne pourrait pas être sujet à Ah, licence Creative Commons, là? OK. Donc, toutes les choses sur lesquelles c'est sûr qu'il y a un encadrement juridique qui est propre à chaque pays, là, mais
toutes les choses pour lesquelles je pense on peut avoir une licence, on peut avoir un droit. Ça pourrait potentiellement, il faut vérifier avec votre avocat, là, mais faudrait potentiellement être protégé ou encadré par des Creative Commons. C'est un excellent point. Puis, j'aimerais revenir sur la portion justement des données parce que tu parlais aussi tout à l'heure donc des géants des géants donc d'informatique, les Facebook, les Microsoft et autres qui utilisent justement les données puis qui après en font un usage, on va dire, un peu plus commercial. Comment est-ce que les Creative Commons peuvent venir un peu, j'ai envie de dire, pas concurrencer parce qu'on sait à quel point ils sont gros, mais peut amener justement une option ou une vision différente. Puis ça ferait aussi un peu j'ai envie de dire, le lien avec ce que François disait, c'est que c'est un autre mindset. Est-ce qu'on peut en parler un peu justement de la Oui, différence tout à fait. qu'on voit entre Non, les deux? c'est très intéressant. Ben, en fait, c'est pas incompatible de prime abord parce que, par exemple, sur YouTube, vous pouvez publier votre contenu en Creative Commons, là. Donc, c'est intégré, c'est vraiment une licence standard reconnue par plusieurs plateformes. Mais la différence, je pense qu'elle se trouve au plus au niveau de la philosophie ou de l'approche de la culture, comme j'ai mentionné un peu, puis François aussi a parlé dans sa présentation, là. Donc, on a dans les grands acteurs là, qui réellement, là, il y a toute une économie des données. Là. Donc, les données apportent du trafic, permettent d'avoir des revenus publicitaires, permettent d'entraîner des algorithmes, permettent de faire plein de choses là, qui ont beaucoup de valeur. Mais là où se distingue l'aspect, disons, commun numérique, comme moi je l'ai présenté, c'est-à-dire de créer en communauté, ben, c'est de redonner le contrôle puis redonner la propriété est encadrée avec le Creative Commons, mais plus redonner le contrôle aux utilisateurs. Et puis, une deuxième chose, ben, c'est un peu l'aspect bienveillant. Là. Donc, les pratiques de Google, je ne sais pas si Facebook, c'est probablement pas en données CC, mais les pratiques des grandes plateformes ont tendance à faire souvent des compromis éthiques pour des questions de rentabilité, puis ça a des conséquences sur le produit, mais aussi sur les gens qui vont utiliser ces outils-là. Ça, quand vous publiez sur une plateforme comme Facebook, même ici LinkedIn, le contenu, vous en faites implicitement une licence, vous le cédez sous une licence qui est dans l'espèce de contrat de 40 pages que jamais personne n'a lu là, quand on rentre sur la plateforme. Vous leur cédez une copie de leur contenu puis qu'ils vont faire ce qu'ils veulent avec. Donc ça, c'est problématique, de un. Et de deux, l'aspect du fait d'utiliser des œuvres Creative Commons pour, par exemple, entraîner des algorithmes d'apprentissage automatique, techniquement, ne serait pas légal parce que il faudrait citer tous les contributeurs de toutes les œuvres qui ont été utilisées comme dans l'algorithme, de un. Et de deux, l'algorithme doit être publié sur la licence la plus restrictive parmi toutes les œuvres. Donc, s'il y a 1 million d'œuvres utilisées pour entraîner un algorithme et qu'il y en a une dedans qui est sous licence non commerciale, l'algorithme n'est pas légal. Mais les géants du web, le problème, c'est qu'ils se croient au-dessus de la loi à ce niveau-là parce qu'ils ont des moyens financiers plus importants que les gouvernements. Donc, personne n'ose vraiment les poursuivre là-dessus. Par contre, c'est en train de changer en Europe avec des mouvements comme le RGPD, parce que là, on se rend compte que des produits comme Google Analytics, qui utilisent des algorithmes justement pour optimiser les moteurs de recherche, ne sont plus sont illégales maintenant en France et en Autriche, ont été reconnus illégales dernièrement. Fait que, la game est un petit peu en train de changer, de dire le party est fini. Là, on a des droits comme créateurs, puis commencer à respecter ces droits-là aussi. Là. Oui, c'est ça. Il y a des problèmes d'applicabilité, mais déjà, la licence Creative Commons est simple. Elle permet à tout le monde de connaître et puis même de revendiquer ses droits. Là. Reste maintenant à avoir des moyens efficaces pour les faire appliquer. Là. Puis ça, dans ce domaine-là, malheureusement, c'est pas un individu qui peut faire la différence. Là. On peut pas simplement aller surveiller tout ce que les gens font avec notre œuvre. Il faut des moyens collectifs. Il faut qu'il y ait des prises en charge de l'État puis d'autres collectifs pour le faire. Là, parce que
Puis c'est un peu les mêmes freins dont tu parlais, Jérémy, c'est qu'il faut éduquer un peu aussi les gouvernements et éduquer un peu les collectivités par rapport à qu'est-ce que c'est que les Creative Commons, qu'est-ce que ça apporte et effectivement toute cette histoire de légalité de données et d'utilisation des données, je pense qui est très importante. Ben, tout à fait, mais je ne pensais pas avoir la chance de faire de plugger, de faire une plug pour Drave Développement, là, qui est justement là, travaille dans ce sens-là, à faire connaître auprès, entre autres, du gouvernement les questions de souveraineté numérique, les questions d'économie basées sur le logiciel libre, les licences libres. Il y a aussi Facile qui, depuis un grand nombre d'années, là, je sais que François est impliqué dans Facile, fait le même travail. Là, donc, il y a des gens, là, même au Québec, là, qui œuvrent dans ce domaine-là. Nous aussi, on a notre propre avocat de la souveraineté numérique qui est Stéphane Ricoul, Ah notre ouais? directeur exécutif, oui, qui ne jure que de ça. Si vous le suivez sur LinkedIn et sur son podcast à chaque semaine, c'est un sujet qui le passionne aussi et il urge le gouvernement de s'intéresser à la souveraineté numérique. Ah ben, il faudrait certainement lui en parler, là, puis pourquoi pas faire un autre coup de chat sur le sujet. Sur la souveraineté Stéphane est dans le numérique. chat en ce moment, puis là, je pense qu'il est content. Ouais, exactement. Et en plus, il aime bien le spotlight, donc ça va être intéressant, Stéphane. Je sais que tu nous écoutes. Écoutez, une dernière question très facile. Comment est-ce qu'on arrive à savoir qu'une œuvre est sous Creative Commons? Comment on est capable de l'identifier, au fait? Euh, c'est notre responsabilité comme créateur d'identifier nos œuvres avec la licence. OK. Donc, c'est à moi c'est la responsabilité de l'auteur. C'est à moi de le mettre dessus. Donc, si je le mets pas, elle est assumée étant sur le droit d'auteur traditionnel. Et donc, pour moi qui suis, et pour les consommateurs aussi, comment peuvent-ils reconnaître des œuvres, ces licences-là aussi? Il y a une responsabilité de l'utilisateur, là, puis il y a des plateformes très bien faites où les licences sont indiquées sur chacune des œuvres. Ça dépend de votre contenu. Mais minimalement, il faut avoir le réflexe là, avant de l'utiliser, d'aller voir, d'aller chercher. Pourquoi pas poser la question à l'auteur si vous pouvez, là, si c'est pas évident pour vous. Là. Donc, il va falloir en fait un peu un changement quand même de comportement du copier-coller rapide sans se poser des questions, à essayer de regarder derrière effectivement quelles sont les licences et peut-être investiguer un peu plus. Ben, le Creative Commons a une belle iconographie aussi, là, donc ça peut être facile de mettre les icônes CC. Ouais. OK. Puis c'est important aussi de faire attention parce que ça, on l'a moins abordé. Les différentes licences ne se mélangent pas toutes bien entre elles. Donc, ça, c'est important aussi. Il y a une grille sur le site web de Creative Commons. Vous allez avoir la grille de compatibilité. Si vous prenez une œuvre avec la licence A et la licence B, ben, l'œuvre résultante, est-ce qu'elle est A ou B? Ou est-ce que c'est pas possible? Ça se peut que ce soit pas possible. Comme moi, tantôt, mes slides sont sur Creative Commons paternité, partage à l'identique. Pourquoi? Parce que c'est la permission, c'est la permission la plus restrictive parmi les œuvres que j'ai utilisées pour créer mes slides. Il y en a qui sont de droit public, domaine public. Il y en a qui étaient paternité seulement. Puis il y en a qui étaient paternité, partage à l'identique. Donc, moi, il a fallu que je prenne la plus restrictive parmi celles-là. Et comme ici, on est dans une présentation dans le cadre d'une entreprise, même si on est en mode promotionnel puis on ne vend pas, ben, je n'ai pas utilisé d'œuvres qui permettent le droit, qui ne permettent pas le droit commercial parce qu'à quelque part, on est dans une activité commerciale ici. Là, donc, il y a le choix des œuvres qui a été fait. Il y a une année, j'avais une belle photo, puis c'est comme, ah, ben, je peux pas, celle-là. C'est le travail aussi de bien regarder les licences. Puis je pense que c'est de travail de reconnaissance aussi, tu sais, comme toutes les œuvres, je les ai citées, il y a une façon de la citer, l'auteur, le titre de l'œuvre, la source si possible, et la licence qui a été utilisée aussi. Écoutez, merci beaucoup pour ces dernières précisions qui sont très intéressantes. Effectivement, on touche à la fin de l'émission. J'aimerais vous remercier, François, Jérémy, puis peut-être vous donner l'opportunité. Est-ce qu'il y a des derniers mots que vous voulez faire passer, mes derniers messages avant qu'on lève l'antenne et qu'on laisse tout le monde partir à son mercredi matin?
Je vais y aller. Jérémy a présenté Draft tantôt. Jérémy et moi, on fait partie de Draft Développement, qui est un regroupement pour la souveraineté numérique du Québec de citoyens et d'entreprises. Donc, on travaille ensemble pour la souveraineté numérique du Québec. Sinon, moi, je fais à la fin mars, le 25, une masterclass sur les Creative Commons, mais sur comment les utiliser en entreprise, comment être légal, comment être correct. Là. Donc, je fais ça le 25 mars, c'est un vendredi. Donc, le 25 mars, écoute. Vendredi 25 mars à 10h le matin, 10 à midi. Ça va être, les inscriptions vont être sur mon LinkedIn et sur mon site web. Là. Donc, c'est une conférence qui est payante. Là. Il y a des tickets pour entrer. Super. Jérémy, de ton côté? Ben, tout a été pas mal dit, à part peut-être que c'est ça. Moi, je suis en processus de démarrage d'une nouvelle entreprise, là, Numanity, qui va se consacrer à la gouvernance et aux questions numériques. Et puis, une partie des activités, ça va être d'identifier, de faire de la recherche, puis d'identifier les problématiques, les bloquants qu'il y a dans votre entreprise. Donc, si vous avez des questions, que ce soit à propos du Creative Commons ou des choses qui vous préoccupent, n'hésitez pas à m'interpeller sur LinkedIn. Ici, on est sur LinkedIn, donc je suis présent. Et puis, ça fera plaisir là, d'entendre vos histoires, là, puis de vous aider à les surmonter, puis d'en faire aussi productivité au travers d'un travail de recherche, action, un peu tout le monde au Québec. Super. Écoutez, messieurs, encore une fois, au nom de tout le monde, merci vraiment pour votre temps ce matin. Ça a été un sujet très intéressant. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à découvrir. Donc, on invite vraiment nos lecteurs et nos auditeurs qui sont là ce matin à aller consulter vos pages LinkedIn, voir le travail que vous allez faire, donc les différents événements dans lesquels vous allez être, mais aussi sur quoi vous travaillez. Et aussi donc d'aller comprendre un peu plus aussi qu'est-ce que c'est que les Creative Commons. J'espère qu'on a réussi un peu à faire ça aujourd'hui, à vous donner un peu le goût de comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est et donc d'aller explorer encore plus. Et donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro qui serait peut-être l'année prochaine, la semaine prochaine, pas l'année prochaine, après 2021-2022, décidément avec les années ce matin, ça ne marche pas de mon côté. Donc, écoutez, bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bye.